We do have some breaking news just coming in from the Supreme Court. I want to get straight over to CNN's Caitlin Polans, who's pulling together the details from us. And this has to do with President Trump's moves to freeze foreign aid. Caitlin, what's happened? Certaines décisions judiciaires ne se contentent donc pas de clore une procédure, elles redéfinissent la manière dont les institutions agissent face aux personnalités publiques. Le 20 décembre, dans une salle d'audience de la Cour suprême de l'État de New York, la juge chargée de l'affaire civile impliquant Donald Trump et son organisation commerciale a rendu une ordonnance qui a considérablement modifié les normes attendues pour la phase d'exécution des sentences de ce type. Au lieu de discuter des délais, des garanties ou des calendriers de paiement, comme c'est souvent le cas dans les décisions impliquant des amendes de plusieurs millions de dollars, le tribunal a ordonné que le montant total de la pénalité soit payé immédiatement, mettant fin à toute possibilité de négociation ou de paiement échelonné. Selon les avocats présents à l'audience, l'ordonnance était directe, sans détour, et accompagnée d'un avertissement tout aussi inhabituel dans les litiges civils. Toute tentative délibérée de non-respect pourrait entraîner des sanctions pénales. L'impact institutionnel a été instantané, ce qui semblait auparavant être une étape prévisible dans un processus déjà long est devenu un tournant dans la volonté du pouvoir judiciaire de traiter rapidement les affaires impliquant des personnalités publiques ayant des antécédents d'obstruction judiciaire répétés. Cet épisode est directement lié à la procédure engagée par le procureur général de l'État qui accuse Trump d'avoir systématiquement gonflé la valeur de ses actifs pendant plusieurs années afin d'obtenir des conditions financières plus avantageuses dans ses négociations avec les banques et autres institutions. Bien que l'accusation ait été formalisée comme une infraction civile et non pénale, le tribunal a estimé que le comportement identifié dans les documents analysés et les témoignages recueillis dépassait la limite de l'erreur comptable ou de l'interprétation optimiste des actifs. La conclusion judiciaire, déjà confirmée par une instance supérieure, est qu'il y a eu fraude continue. La décision précédente, rendue en février, avait déjà imposé une amende de plus de 500 millions de dollars, ainsi que des restrictions sévères à l'exercice de fonctions exécutives par Trump dans l'État. Suite à l'appel, le montant a été réduit à 364 millions, mais la condamnation pour fraude a été maintenue. On s'attendait à ce que les parties entrent dans une phase technique de négociation de l'exécution, mais la juge responsable a écarté cette voie et a imposé l'exécution intégrale et immédiate de la dette, renversant la logique qui prévaut généralement dans les procédures civiles de cette ampleur. La réaction des avocats et des analystes a été marquée par la surprise, non pas nécessairement en raison du bien fondé de la décision, mais plutôt en raison de sa rapidité et de sa portée pratique. En général, même après confirmation en deuxième instance, les procédures de recouvrement de ce type passent par une étape d'évaluation des actifs, de tentative d'accord ou, à tout le moins, de définition des modalités de paiement. Dans le cas de Trump, ce protocole a été ignoré. L'ordonnance judiciaire a stipulé que l'obligation doit être respectée sans concession et a inclus un avertissement explicite sur les conséquences possibles en cas d'obstruction. Le tribunal peut engager des poursuites pour outrage, ce qui ouvre une marge juridique, bien que rare, pour l'application de mesures telles que la saisie préventive de biens et même la détention provisoire. Il ne s'agit donc pas seulement d'un événement juridique, mais d'un signe que le système est prêt à utiliser tous les instruments disponibles pour garantir l'efficacité de ses décisions, même face à un président de la République. Ce repositionnement institutionnel intervient à un moment délicat. Le calendrier politique de l'année prochaine est déjà en cours, et Trump apparaît comme un candidat potentiel très présent dans les sondages internes du Parti républicain. Le chevauchement entre sa situation juridique et son action politique soulève des doutes quant à la capacité des institutions à maintenir leur fonctionnement normal dans un contexte de surcharge, provoqué par des affaires impliquant des personnalités publiques ayant des ambitions électorales. La demande immédiate imposée par la Cour n'est pas seulement une exigence de nature financière. Elle a des effets collatéraux sur la planification stratégique de la campagne, sur la relation du candidat avec ses soutiens financiers et sur son image publique d'homme d'affaires prospère. Même si le tribunal n'a fait aucune mention directe du calendrier électoral, l'impact de la décision sur celui-ci est inévitable et ajoute un degré de complexité sans précédent au scénario de la campagne. Dans le même temps, les secteurs du marché financier et de l'environnement commercial liés directement ou indirectement aux actifs de Trump ont commencé à revoir leur exposition au risque. La majeure partie du patrimoine attribué au président est concentrée dans des biens immobiliers, tels que des immeubles commerciaux et des complexes touristiques. Ces propriétés
bien que précieuses sur le papier, ne sont pas toujours liquides ou exemptes de litiges juridiques. L'exécution immédiate de la dette peut entraîner des ventes accélérées ou la constitution de garanties judiciaires qui affaiblissent la position de contrôle du débiteur lui-même sur ses entreprises. Dans les cercles spécialisés dans la restructuration patrimoniale, cette ordonnance a été interprétée comme un signe que de nouvelles actions liées à l'exécution de la décision pourraient se produire à un rythme plus rapide que d'habitude, poussant les défenses juridiques à agir dans l'urgence. Pour les observateurs extérieurs, cette accélération du pouvoir judiciaire représente un tournant, car elle reflète non seulement une condamnation formelle, mais aussi la volonté effective de faire respecter ces décisions avec les instruments juridiques disponibles. L'interprétation publique de l'épisode est encore en cours de formation, mais on note déjà un changement dans la manière dont le processus est abordé par les médias et les interlocuteurs politiques. Auparavant concentrée sur le conflit entre les versions de la défense et de l'accusation, l'affaire entre désormais dans une phase concrète. Il y a un montant, un délai et une menace réelle de conséquences supplémentaires si l'ordre n'est pas respecté. Ce degré d'objectivité modifie le champ discursif, obligeant les acteurs politiques et juridiques à se positionner non plus en termes d'opinion ou d'attente, mais par rapport à des faits en cours. Cette transition de la sphère rhétorique à la sphère exécutive est en soi un élément pertinent, car elle indique que la structure institutionnelle fonctionne avec suffisamment d'autonomie pour défier le report chronique qui caractérise souvent les affaires à forte visibilité politique. L'observation continue de ces mouvements institutionnels aide à comprendre les modes de fonctionnement du système face à des situations qui testent ses propres limites. De notre côté, nous continuons à suivre attentivement les développements en offrant un contexte et une analyse approfondie, sans raccourcis ni promesses. C'est dans ce contexte que le fonctionnement coordonné des différentes instances institutionnelles prend toute son importance. La décision rendue par le tribunal de l'État de New York n'est pas venue de nulle part. Elle a été précédée d'une série d'étapes procédurales qui ont impliqué non seulement le pouvoir judiciaire, mais aussi des organes techniques de l'administration de l'État et des mécanismes de contrôle financier. Le procureur général de l'État a joué un rôle central dans la conduite de l'action civile, fondant ses allégations sur des documents comptables, des rapports d'audit et des déclarations de représentants du groupe commercial de Trump lui-même. Une partie importante des éléments réunis pour étayer l'accusation provenait de la coopération avec les autorités de régulation du secteur bancaire, qui ont aidé à identifier les incohérences entre les montants déclarés dans les états financiers et les évaluations utilisées pour garantir les prêts et les opérations de crédit. Ce recoupement d'informations a été essentiel pour démontrer que les distorsions ne se limitaient pas à un seul épisode, mais constituaient une pratique répétée au fil des ans, impliquant différents actifs et de multiples entités juridiques sous le contrôle de la même structure de commandement. À partir de là, il est devenu évident que la coordination entre les différents organismes de contrôle avait non seulement renforcé l'affaire, mais aussi révélé des lacunes historiques dans la supervision du marché du crédit privé aux États-Unis. En mettant en évidence la manière dont les grands patrimoines peuvent fonctionner sur la base de projections comptables gonflées, sans que des mécanismes de contrôle ne soient mis en place en temps utile. L'affaire a suscité des discussions au sein d'entités telles que la Financial Industry Regulatory Authority et la Réserve fédérale elle-même. Leurs membres ont commencé à débattre de la nécessité de revoir les paramètres de diligence raisonnable appliqués aux clients considérés comme présentant un faible risque en raison de leur visibilité publique. L'idée selon laquelle la notoriété sociale ou la projection politique fonctionnerait, dans la pratique, comme des boucliers réputationnels contre des enquêtes rigoureuses, a commencé à être remise en question dans des instances techniques qui ne s'impliquent traditionnellement pas dans les litiges civils. Cette convergence aide à comprendre pourquoi la réponse du pouvoir judiciaire dans ce cas a pris une tournure plus assertive. Il existe un environnement institutionnel plus sensible au risque d'inaction face à des signes de conduite irrégulière systématiques. Les antécédents judiciaires de Trump ont également joué un rôle aggravant dans l'élaboration de la réponse institutionnelle. Ce n'est pas la première fois que les tribunaux new-yorkais sont confrontés à des tentatives de retardement ou à des stratégies juridiques fondées sur de multiples recours, des changements sociétaires et des mouvements d'actifs entre des entreprises liées. Dans des actions précédentes, ce schéma a rendu difficile l'exécution des décisions et a nécessité des interventions supplémentaires pour garantir l'efficacité des ordonnances judiciaires. Au cours de la dernière décennie, au moins 3 actions civiles impliquant le président ont nécessité des mesures atypiques de la part du système judiciaire, notamment
la nomination de contrôleurs externes et l'imposition de restrictions opérationnelles provisoires aux entreprises faisant l'objet d'une enquête. Ces précédents ont servi de référence dans la délibération actuelle, renforçant l'idée que, face à la récidive dans l'utilisation d'instruments dilatoires, la seule façon de garantir le respect des décisions serait leur imposition immédiate, sans négociation. Les juristes familiarisés avec l'affaire soulignent que la décision de la juge repose non seulement sur des fondements juridiques solides, mais intègre également les enseignements institutionnels tirés de litiges antérieurs avec le même défendeur. Parallèlement, on a observé un repositionnement de la part d'entités financières qui, jusqu'alors, entretenaient des relations contractuelles stables avec les entreprises du groupe Trump. Selon des informations publiées par des médias spécialisés dans l'économie et le droit des sociétés, au moins 2 banques régionales et une société de gestion d'actifs internationaux ont commencé à réviser les contrats en vigueur et à réévaluer le risque de crédit lié aux garanties précédemment acceptées sans exiger d'évaluation externe indépendante. La décision judiciaire a déclenché des consultations internes au sein des départements de conformité et des conseils d'administration, qui cherchent désormais à se protéger contre d'éventuelles responsabilités secondaires en cas de défaillance judiciaire. Ce mouvement est interprété par les experts comme une anticipation de l'application du concept de prudence accrue, selon lequel les institutions privées réagissent de manière préventive aux décisions judiciaires pertinentes avant même qu'elles n'aient des effets directs sur les contrats en vigueur. Selon les analystes du secteur, l'extension de cette norme pourrait générer une nouvelle pression financière sur le groupe Trump, indépendamment de l'exécution formelle de la dette, à mesure que les lignes de crédit seront révisées, les contrats renégociés et les actifs réévalués selon des critères plus conservateurs. Cette réponse coordonnée entre le pouvoir judiciaire, les organismes de réglementation et le secteur financier trouve également un écho au niveau fédéral, bien que de manière plus discrète. Les informations obtenues par les médias auprès de sources du ministère de la Justice indiquent que les services internes chargés de la surveillance du blanchiment d'argent et des mouvements financiers atypiques ont commencé à surveiller plus activement les opérations liées aux entreprises contrôlées ou associées au président. Bien qu'il n'y ait aucune confirmation de procédure formelle en cours, le fait que le procès au niveau de l'État ait produit des preuves documentaires solides sur des distorsions comptables a déclenché des signaux d'alerte dans les domaines fédéraux chargés de garantir l'intégrité du système financier. La possibilité que les mêmes actifs qui ont été gonflés pour obtenir des avantages auprès des banques privées soient désormais utilisés comme garantie dans des procédures d'exécution ou de restructuration patrimoniale crée un environnement sensible dans lequel des erreurs d'évaluation peuvent avoir un effet domino sur des institutions qui jusqu'alors restaient en marge du litige judiciaire. Le débat s'élargit encore davantage si l'on considère que la décision new-yorkaise pourrait inspirer des mouvements similaires dans d'autres juridictions où le groupe Trump fait face à des contestations judiciaires. Dans des États comme l'Illinois, la Californie et la Floride, des procédures administratives et des actions civiles, qui en étaient jusqu'alors au stade de l'enquête préliminaire, ont pris un nouvel élan après la décision de New York. Il existe une perception croissante selon laquelle la création d'un précédent fort dans l'un des tribunaux les plus influents du pays pourrait modifier le calcul institutionnel des procureurs et des juges dans d'autres régions. Cela ne signifie pas qu'il y aura une reproduction automatique du modèle adopté, mais plutôt que le niveau de tolérance institutionnelle à l'égard du report systématique des obligations légales commence à être revu, à la lumière de la réponse new-yorkaise. En ce sens, l'affaire cesse d'être un épisode isolé pour s'inscrire dans un débat plus large sur l'efficacité du système, les mécanismes de contention et la préservation de l'autorité judiciaire dans des environnements politiques très complexes. En observant la manière dont différents organes réagissent, il apparaît clairement que l'affaire dépasse le cas d'un individu. Il mobilise des structures institutionnelles qui doivent fonctionner de manière synchronisée pour garantir le respect des décisions et la préservation de la légitimité du système lui-même. Et c'est précisément pour cette raison que des analyses comme celle-ci sont importantes. Sur cette chaîne, nous continuons à proposer une lecture critique et un suivi rigoureux de chaque étape en nous concentrant sur les mécanismes qui font fonctionner les institutions au-delà du bruit immédiat. Sur la base des informations actuellement disponibles, il n'existe pas encore d'interprétation consolidée de la signification institutionnelle de la décision de la Cour suprême de l'État de New York. Bien qu'il existe un consensus technique quant à la légalité de l'ordonnance qui a déterminé l'exécution immédiate de l'amende, l'effet pratique de cette décision reste sujet à débat parmi les juristes
les analystes politiques et les experts du secteur financier. Une interprétation soutient que cette décision symbolise l'affirmation de l'autorité judiciaire face à une personnalité publique qui, historiquement, a utilisé des structures commerciales complexes pour reporter ses responsabilités et atténuer les conséquences. Dans cette optique, le refus du tribunal de négocier des délais ou d'accepter des garanties progressives est interprété comme un signe que les limites de la tolérance institutionnelle ont été atteintes. Dans ce contexte, le pouvoir judiciaire rétablirait l'équilibre entre la forme des normes et l'efficacité de leur application, réaffirmant le principe selon lequel les décisions judiciaires doivent être pleinement respectées afin de préserver l'autorité institutionnelle. D'autre part, certains experts recommandent la prudence face à la rapidité d'exécution des sanctions, même lorsqu'elles sont formellement fondées. Ce courant soutient que la rigidité de l'ordre peut mettre à rude épreuve les mécanismes d'équilibre entre les pouvoirs, en particulier dans des contextes politiquement sensibles. L'imposition immédiate de la sanction, même si elle est étayée par la jurisprudence de l'État, a des effets indirects dans la sphère politique en raison de la notoriété publique du défendeur. Pour ce groupe, la ligne qui sépare la responsabilité juridique de l'ingérence politique devient moins claire lorsque les décisions civiles commencent à influencer les candidatures actives. Cette tension ne compromet pas la légalité de la décision, mais met en évidence la nécessité de réfléchir au rôle des institutions judiciaires pendant les périodes électorales et aux paramètres de neutralité exigés dans des contextes de forte exposition médiatique. Une troisième approche cherche à détourner l'attention de Donald Trump vers le cadre institutionnel qui a permis des pratiques comptables gonflées sans contrôle en temps opportun. Les analystes de cette perspective soutiennent que la principale leçon à tirer de cette affaire ne réside pas dans la décision elle-même, mais dans les lacunes réglementaires qui ont permis la manipulation d'actifs pendant des années sans contestation effective de la part des organismes financiers ou des créanciers. La critique vise l'écosystème de permissivité technique qui a impliqué des comptables, des évaluateurs, des institutions financières et des régulateurs qui, par inertie ou par commodité, ont accepté des bilans qui ne résisteraient pas à des audits indépendants. Dans cette optique, la décision judiciaire serait une réponse tardive à un déséquilibre structurel plus large dans lequel l'autorité des personnalités publiques a fonctionné comme un élément informel de dissuasion face à l'action réglementaire. Sur le plan opérationnel, les juristes expérimentés dans l'exécution de jugements importants mettent en garde contre les difficultés de convertir des actifs fixes en liquidités, en particulier dans les litiges en cours. Même avec l'ordre de paiement immédiat en vigueur, l'obtention de la totalité du montant peut nécessiter le blocage de comptes, la vente forcée de biens immobiliers et le suivi des transferts récents. La résistance de la défense peut déclencher des mécanismes tels que la nomination d'administrateurs judiciaires ou l'ouverture de procédures supplémentaires pour non-respect. La décision elle-même avertit que le non-respect délibéré peut entraîner une responsabilité pour outrage, y compris des mesures privatives de liberté dans des cas exceptionnels, renforçant ainsi la pression pour l'exécution du jugement. Un autre point critique est le calendrier politique. Avec l'avancement du calendrier électoral, la simultanéité entre les décisions judiciaires et les phases de la campagne présidentielle crée un environnement instable pour l'interprétation publique. La rapidité d'exécution et le niveau d'exposition de la candidature de Donald Trump peuvent influencer la mobilisation des électeurs et l'engagement des bailleurs de fonds. Les campagnes présidentielles aux États-Unis nécessitent des ressources importantes et la solvabilité financière du candidat a un impact direct sur sa capacité à collecter des fonds, à recruter du personnel et à se projeter au niveau national. Bien que les comités électoraux soient même formellement indépendants, la perception publique de la gestion financière du candidat est un atout politique important. L'érosion de cette image, renforcée par les décisions judiciaires en cours, tend à modifier les alliances et la perception de la viabilité électorale. À ce jour, il n'existe aucune projection définitive sur les impacts politiques directs de la décision. Des sondages récents indiquent une stabilité dans les intentions de vote de Donald Trump parmi son électorat traditionnel. Mais les experts soulignent que les effets institutionnels d'une exécution patrimoniale de cette ampleur peuvent se manifester de manière cumulative. Des mesures plus strictes, telles que le blocage d'actifs stratégiques ou la liquidation forcée de propriétés emblématiques, ont un fort potentiel de répercussion. L'inclusion éventuelle de biens immobiliers, tels que la Trump Tower ou le complexe touristique de Mar-a-Lago, dans la liste des actifs soumis à liquidation, aurait un impact non seulement sur la logistique de la campagne, mais aussi sur des éléments centraux de l'identité publique du candidat
rendant les décisions techniques susceptibles d'interprétation politique, même si cela n'est pas intentionnel. Les expériences internationales montrent que la résilience institutionnelle dépend de la capacité des tribunaux à maintenir le rythme des procédures face aux pressions extérieures. Aux États-Unis, où le chevauchement entre la sphère juridique et la dynamique électorale est particulièrement sensible, cette tâche exige une attention redoublée. La décision new-yorkaise, qui combine affirmation juridique et exécution pratique immédiate, peut être considérée comme un test de résistance pour le système. En fonction de son déroulement, d'autres tribunaux pourraient adopter des positions plus prudentes ou renforcer leurs réponses actives. En attendant, le scénario reste ouvert. Dans les semaines à venir, il sera possible d'évaluer non seulement la réaction de la défense et les impacts sur le marché, mais aussi les effets institutionnels à plus long terme. Selon les experts les plus prudents, l'enjeu est la capacité du système à préserver son intégrité face à de multiples pressions. La décision a déjà été rendue. Mais ses conséquences sont encore en train de se dérouler. Ceux qui suivent ce type d'analyse comprennent que l'interprétation des processus va au-delà des gros titres. Nous continuerons à suivre attentivement les développements, en restant concentrés sur les aspects institutionnels et l'analyse critique.